Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau JT de la CAN. Ça y est, on connaît tous les qualifiés pour les huitièmes de finale de cette 34e édition. Restez bien avec nous puisque en fin d'émission, on va détailler justement toutes les affiches de ces huitièmes de finale qui démarreront le week-end prochain. Mais avant cela, les derniers groupes qui ont livré leur verdict, les groupes E et les groupes F. Et avec moi pour en parler ici physiquement en studio, Xavier Barret, bonsoir. Salut Benoît. Bienvenue. Hervé Kouamouo, bienvenue à vous aussi. Et Cédric Ferreira qui nous rejoindra depuis Abidjan. Il est rentré de Bouaké la nuit dernière. Il est de retour à Abidjan, on le retrouvera en fin d'émission. On commence avec le Maroc qui s'est qualifié, qui s'est imposé face à la Zambie sur le plus petit des scores, ou une ouverture de score de Ziyech, le capitaine, juste en fin de première mi-temps. Et puis le Maroc qui s'est contenté de gérer cette deuxième période et de gérer son avantage. Oui, ça lui a permis aussi à Regragui, depuis la tribune puisqu'il était suspendu, oui. De faire tourner son effectif, d'associer un maximum de joueurs à cette aventure. J'ai trouvé aussi que ce Maroc était plus en jambes qu'il l'avait été lors du match contre la RDC, où il s'en était bien tiré avec un résultat nul. Là, ils gagnent, ils font pas de zèle. Leur objectif, c'était de terminer premier de ce groupe. Et pour garder leur force pour la suite de la compétition, on connaît leur objectif. Quand même signaler que des trois équipes du Maghreb, c'est le seul qui est sorti du groupe. Et donc, c'est déjà pour eux une grande fierté par rapport à leurs voisins. Oui, c'est vrai que le Maroc a surtout montré qu'ils avaient un banc aujourd'hui. Parce que tous les joueurs qui avaient un carton ont pu être au repos. Et puis, quasiment toute la ligne offensive a été changée. Et avec ça, ils ont quand même joué tranquille. Hein, parce qu'à partir de la deuxième mi-temps, ils ont plus géré. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui montre clairement qu'elle a des ambitions pour aller loin et en ayant reposé les cadres, ça leur permet de voir la suite avec sérénité. Et on se faisait la remarque, Hervé, hors antenne, un joueur qui nous surprend parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir en Ligue 1 comme ça du côté de Marseille, c'est Ounahi, vraiment métamorphosé lorsqu'il est en sélection. Oui, c'est comme si en club, c'est son cousin ou son frère jumeau qui joue. Parce que non, mais c'est vrai qu'avec la sélection marocaine, il a ce toucher, ce port altier. C'est un tout autre joueur que celui qu'on voit à Marseille aujourd'hui et à Angers il y a quelques mois. Et je pense que ces entraîneurs peuvent se poser la question de comment faire pour qu'il ait la même implication, le même rayonnement dans le club. Il a un statut dans cette équipe marocaine, surtout depuis la dernière Coupe du Monde. Le problème, c'est quand il arrive à Marseille, il y avait déjà plein de monde au poste qu'il occupait. Donc ils l'ont mis sur un côté, ensuite ils ont essayé de le remettre dans l'axe. Enfin bref, il a été un peu trimballé. Pas facile parce qu'il y a du monde. Il y avait Retou, international français. Il y a Kondogbia, international centrafricain. Il y avait aussi Valentin Rongier qui est blessé maintenant, mais qui était capitaine de l'OM. Donc forcément, il fallait se faire une place là au milieu. C'était pas évident pour un jeune joueur qui a du talent, mais qui n'a pas encore beaucoup de bouteilles. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour lui. Très technique et qui nous a gratifié d'un joli petit pont au point de corner. Ounahi, mais alors l'autre info et l'autre enseignement à tirer de cette victoire et donc de cette défaite de la Zambie, surtout face au Maroc. Quand même, vous y venez. Mais bien sûr. Non, mais il fallait en parler de cette victoire du Maroc quand même. Oui. Voilà, qui consolide son statut évidemment de l'un des favoris à la victoire finale. Mais l'autre enseignement à tirer, c'est bien sûr la qualification, malgré tout, des Ivoiriens pour leur huitième de finale. Le pays en haute qui... il aura fallu attendre le dernière minute du dernier groupe. Parce que ça aurait pu être déjà dès hier. Mais le Cameroun a gagné. Mais bon, dans l'autre groupe, c'était plus compliqué. Ça aurait pu être tout à l'heure. Mais pareil, les résultats ne comptaient pas favorables. Puisque la Namibie est passée. Et donc, la dernière chance, c'était ce soir. Il fallait qu'il y ait une équipe à 2 points derrière eux. Puisqu'avec moins 3, on dit goal average à 3 points et moins 3 de différence de but, ils étaient de toute façon mal placés. Et il y a eu cette Zambie qui n'a pas été capable d'accrocher un nul, ou la Tanzanie qui aurait pu faire aussi une surprise mais qui ne l'a pas faite. Donc à l'arrivée, la Côte d'Ivoire passe en huitième. Passe en huitième de finale. Non, mais ça fait plaisir. Que le pays hôte reste en lice. Oui, c'est vrai que la VAR nous avait habitués à une célébration en décalé. Mais là, je crois que 2 jours de célébration comme celle-là, de décalage de célébration. Parce que c'est vrai qu'elle était au fond du gouffre. Et là, depuis toute la journée, ça se voyait que la ville d'Abidjan, on était un peu en contact, mais la ville d'Abidjan commençait à avoir des petits frémissements depuis le début. Et là, je pense qu'à mon avis, il doit y avoir eu une explosion de joie à la dernière. Là, de toute façon, le stade... pour le coup, était plein de supporters. Et la Zambie qui s'est créée quand même une énorme occasion. Ça a été sorti par le gardien marocain. L'intérêt qui était parfois assez
petit des Ivoiriens pour les autres matchs, bah là, en fait, ils ont suivi tous ces matchs avec passion. Le stade San Pedro était plein d'Ivoiriens. À l'arrivée, c'est bon pour la compétition. Et la Côte d'Ivoire, donc la route continue pour la Côte d'Ivoire. Vous verrez, vous découvrirez, on va garder un peu le suspense, l'adversaire des Ivoiriens donc pour ces huitièmes de finale. On passe à l'autre match de ce groupe, c'est donc la République démocratique du Congo qui valide son billet pour les huitièmes de finale. La RDC qui est à nouveau au rendez-vous, Hervé, des huitièmes après avoir raté la dernière édition. Oui, c'est une équipe jeune en développement. Donc, l'objectif n'était pas forcément de faire une grosse CAN, mais je crois que c'était plus se préparer pour la prochaine Coupe du Monde et la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Là, bon, ça va, 3 points. 3 matchs nuls. 3 matchs nuls. On peut dire qu'ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas perdu. Et donc, dans un groupe assez relevé, ça va, ils continuent. Oui. Xavier, oui, une équipe qui vous plaît, vous? Moi, j'aime cette équipe parce que Sébastien De Sabre, quand il est parti là-bas, il faut rappeler qu'il avait fait la CAN avec l'Ouganda, pas la dernière, mais celle d'avant. Et donc, il avait vraiment une idée en tête. Alors, des joueurs jeunes, pas tant que ça, mais on sait qu'il y a des très bons joueurs en RDC. République démocratique. Il y a 100 millions d'habitants, c'est quand même normal de trouver quelques bons joueurs dans le lot. Mais le problème, c'était d'arriver à faire une équipe. Oui. Et c'est ça sa force, c'est qu'il a réussi à faire une équipe. Et parmi ces joueurs, il y a effectivement des éléments expérimentés. Chancel Mbemba, bien sûr. Bon, il a officiellement 29 ans. Masuaku, 30. Moutou Sami, qui joue à Nantes, 27. Kakuta, qui est à Amiens, 32. Bakambu, qui est rentré, qui était remplaçant aujourd'hui, 32. Donc voilà, il y a quand même des éléments d'expérience pour encadrer, du vécu. Il fallait réussir à faire l'osmose, à faire l'amalgame entre ces forts caractères. Et c'est ce qu'il est en train de réussir. Pour le moment, ils n'ont pas gagné, mais sincèrement... Alors, le match de cet après-midi, de ce soir, était franchement pas terrible, mais les 2 premiers, ils auraient pu les gagner. Oui, contre le Maroc surtout. Même contre le Maroc surtout, ils auraient pu le gagner en deuxième mi-temps. Oui, on n'a pas eu des grands matchs, il faut le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Pour cette dernière journée de la phase de groupe, on n'a pas été vraiment vernis. C'est la première journée où les équipes ont vraiment calculé. Ça se voyait qu'aucune équipe ne voulait prendre de risques. Et c'est dommage d'ailleurs, je ne sais pas si on en parlera, pour la Tunisie qui... on va en parler tout de suite de la Tunisie qui rejoint dans l'avion l'Algérie, figurez-vous. Les Aigles de Carthage éliminés après leur match nul face à l'Afrique du Sud en fin d'après-midi. Pas de but dans cette rencontre, la Tunisie qui savait que pour passer, elle devait gagner cette rencontre et c'est pas du tout l'impression qu'elle nous a laissé, cette volonté, cette intensité qu'elle aurait dû mettre, qu'elle a peut-être trop tardé à mettre dans cette rencontre. Oui, il y a eu beaucoup de changements aussi Jalel Kadri a beaucoup tâtonné dans cette CAN, c'est assez curieux parce qu'il a quand même un peu de bouteille maintenant. Il avait dirigé cette équipe à la dernière Coupe du Monde. Qui a annoncé que partait. Hein. Oui, Oui, ben forcément, c'est compliqué maintenant pour lui de continuer parce que c'est quand même un échec. La Tunisie, la dernière fois qu'ils n'étaient pas à ce stade de la compétition, en fait, ils n'étaient pas qualifiés. Non, c'était en 2013. C'est en 2013 qu'ils n'y étaient pas. Depuis, je crois que c'était la 7e ou la 8e qualification d'affilée. La dernière fois qu'ils ne sont pas sortis des poules, c'est en 2013, effectivement. Voilà, donc ça fait 10 ans. Sinon, mais est-ce que vous n'avez pas senti un manque d'ambition de cette équipe qui était mondialiste, qui avait, c'est vrai, on en parlait, gagné face à l'équipe de France, une équipe de France qui avait été largement remaniée à la Coupe du Monde dans la phase de groupe. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un manque d'ambition et un réveil trop tardif? Finalement, on a l'impression qu'ils ont attendu très longtemps dans cette rencontre pour enfin passer à l'action dans le dernier quart d'heure et se créer les premières véritables occasions. Le premier match contre la Namibie qu'ils ont le premier match qu'ils ont quand même dominé et ils se sont fait piéger en contre, les a vraiment refroidis parce que ils avaient pris le jeu à leur compte, ils ont attaqué, ils se sont procuré des occasions, ils n'ont pas marqué et ils perdent. Donc derrière, ils se raccrochent avec un nul qui gardent leur chance. Et effectivement, vous dites manque d'ambition, peut-être manque de confiance en soi. Mais aujourd'hui, ça a trop tardé. Il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas de. J'ai pas senti la volonté d'aller gagner absolument ce match. Ils ont vraiment tardé. C'est dans les derniers quarts d'heure qu'ils ont essayé de mettre un peu d'intensité. Au-delà des choix du sélectionneur, effectivement, de se priver de Msakni, de se priver, alors l'équipe devait avoir le ballon. Aujourd'hui, c'est vrai que ça manquait un peu de technique, mais surtout pas de rythme. Oui, on s'est ennuyé ferme. Et pourtant, on fêtait cette année quand même les 20 ans du titre de la Tunisie. C'était l'année, l'édition. C'était à domicile, sous la conduite de Roger Lemaire, qui est le rare entraîneur à avoir enchaîné Euro et Coupe d'Afrique. Mais bon, oui, c'est cette équipe de Tunisie. De toute façon, on sait que c'est une équipe toujours très difficile à manœuvrer, mais qui a beaucoup de difficultés quand elle doit prendre l'initiative du jeu. Et
finalement, je pense que cet échec initial contre la Namibie, où elle était partie avec de bonnes intentions et où elle a perdu, a probablement complètement fait perdre ses plans à Jalel Kadri. Un mot sur l'équipe sud-africaine que moi j'ai trouvé assez solide. En tout cas, ils n'ont pas réussi à forcer le verrou, les Tunisiens, aujourd'hui. Moi, j'adore. J'adore parce que ça joue bien au ballon. Alors, bon, c'est facile. Pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, ils ont surtout assuré. Ouais. C'est vrai, ils n'ont pas forcé. Il y avait certains joueurs qui avaient été mis au repos, d'ailleurs, par le sélectionneur Hugo Bros. Mais ils s'appuient sur l'ossature du Mamelodi Sundowns. Je crois qu'il y en avait 8 encore au coup d'envoi. Donc, c'est une équipe qui a beaucoup d'automatisme. Qui se connaît. Et je pense qu'en 8e de finale, ce sera un sérieux client pour l'adversaire que vous donnez l'identité. Alors, juste avant de parler de ces 8e de finale, on va parler quand même de ce dernier match qui nous a régalé également. Un magnifique 0-0 entre la Namibie et le Mali. C'est historique tout de même pour la Namibie. Donc, première victoire dans une Coupe d'Afrique des Nations et première qualification pour les 8e de finale. On va dire qu'on va faire le positif. C'est Formule 24 pour permettre à des petits pays de se qualifier pour le second tour. C'est vrai que c'est une équipe finalement qui confirme parce que contre le Cameroun, elle a pris 4 points sur 6 en phase éliminatoire. Donc, elle est arrivée quand même avec quelques petites ambitions. Et effectivement, une équipe basée beaucoup sur des joueurs qui jouent en Afrique du Sud. Intéressante à voir. Et puis, je trouve que c'est déjà une belle chose. La Mauritanie et la Namibie, des nouveaux... Qui seront au rendez-vous en 8e de finale. 2 600 000 habitants seulement. Et à la différence de la Guinée équatoriale, où c'est que des Espagnols, et du Cap-Vert, où il y a beaucoup de Portugais et quelques Français, la Namibie, ce ne sont que des joueurs nés en Namibie. Je regardais un peu leur CV. Non mais attendez, regardez, vous allez rêver. Regardez, Petrus Chitembi, le milieu de terrain, où est-ce qu'il est né ? Dans le delta de l'Okavango. Mais oui, vous voyez, vous êtes en plein safari. Betuel Mouzéou, il est né où, lui ? L'Okavango, ça me fait penser à une émission de télé. Au bord du désert du Kalahari. Donc on visite, on voit tout de suite les paysages d'Afrique australe avec cette équipe de Namibie. C'est assez incroyable qu'ils soient quand même en 8e. Et le Mali qui termine en tête de son groupe, comme ces 2 dernières éditions. À chaque fois, les Aigles du Mali qui avaient été éliminés en 8e de finale. Il est temps de retrouver Cédric Ferreira. On est un peu en retard. On connaît le nom du successeur de Jean-Louis Gasset, puisque Jean-Louis Gasset a été démis de ses fonctions aujourd'hui pour résultats insuffisants. Donnez-nous le nom, Cédric, s'il vous plaît, de celui qui sera sur le banc pour les 8e de finale, sur le banc ivoirien. Eh bien, le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire, c'est Emers Faé, un ancien international ivoirien qu'on a bien connu en France en tant que joueur. Il a notamment porté le maillot de l'OGC Nice et c'est lui qui va diriger la Côte d'Ivoire lors des 8e de finale face au Sénégal. Jean-Louis Gasset a donc quitté ses fonctions aujourd'hui, un peu à la surprise générale, il faut le dire, puisqu'on savait très bien qu'il allait quitter les commandes de la Côte d'Ivoire, mais on s'attendait plus à une annonce à la fin du tournoi, ou en tout cas une fois que le sort de la Côte d'Ivoire dans la compétition serait connu. Et finalement, eh bien, il a quitté son poste aujourd'hui. Alors on aurait pu penser que c'est la fédération qui l'aurait démis de ses fonctions, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. C'est lui qui a proposé sa démission immédiatement après la défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale. Il a été touché par les larmes des joueurs en quittant le terrain, dans les vestiaires, des joueurs qu'il considérait comme ses enfants. Jean-Louis Gasset est âgé de 70 ans, il y a un écart générationnel et pour essayer de redonner une nouvelle dynamique à cette équipe, il a préféré s'effacer. On va voir si ça va marcher, ça ne sera pas facile contre le Sénégal en 8e de finale. Ici, en tout cas, cette annonce a bien entendu été accueillie favorablement par de beaucoup Ivoiriens, encore choqués, humiliés lors de cette défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale. Je vous propose d'écouter certaines réactions dans la rue, récoltées par notre correspondante Julia Guggenheim. Équipe, entraîneur, président de tout cela, dehors. Et puis ce qui me fait mal, ils sont dans l'hôtel de luxe, ils mangent bien. Et puis, oh non, ça fait mal, hein. Peut-être qu'ils ne voient pas comment la population souffre. Pour un entraîneur qui a combien de défaites pour des victoires, normalement, on ne devait pas le prendre pour être un entraîneur de la Côte d'Ivoire. De deux encore, il est très vieux pour une équipe très jeune. C'est honteux, au fait. Attends, on ne peut pas limoger le plus bas. Et toi qui es en haut? Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont fâchés. Vous voyez un peu l'ambiance de la CAN n'est plus comme au départ. Alors c'est salutaire. Moi je suis pour. On veut Drogba. Parce que vraiment, on voulait remplir poche là. Mais la honte sur le président, sur la population de Côte d'Ivoire.
Merci Cédric Ferreira, et on n'oubliera pas non plus que Jamel Belmadi a lui aussi été limogé de ses fonctions à la tête de l'Algérie. Le tableau donc des huitièmes de finale, ça démarre à partir de samedi. Angola, Namibie, Nigeria, Cameroun. La revanche de la CAN 2019 des huitièmes de finale remportée par les Super Eagles. On s'en souvient, un duel guinéen, Guinée équatoriale, Guinée, Égypte face à la RDC, le Cap-Vert face à la Mauritanie, la Côte d'Ivoire qui aura... attention, fort à faire face au Sénégal, le Burkina face au Mali et puis bien sûr le Maroc face à l'Afrique du Sud. Les affiches à retenir qui vous plaisent le plus, messieurs, et on se quitte là-dessus. Sénégal-Côte d'Ivoire, je crois que ça va quand même être formidable, même si c'est un peu inattendu. Cameroun-Nigeria aussi. Allez. Je crois que tous les soirs, on va avoir une belle affiche. Et le JT de la CAN, il revient à partir de ce week-end. Merci à tous, bonne nuit. Et l'info se poursuit sur France 24.